Bon, je vais aborder le thème de la haine. Il en a été question ce matin beaucoup, pour me demander si la haine est effectivement, comme on le dit souvent, un facteur déterminant qui expliquerait la violence ou la surviolence qui se déchaîne durant la Première Guerre mondiale. Je pourrais poser la question ainsi, faut-il être motivé pour tuer? C'était une question qu'avait posée Nicolas Mariot il y a maintenant plus de 10 ans, et je la prolongerai en disant, faut-il haïr ou suffit-il d'haïr l'ennemi pour pouvoir le tuer? Alors je commencerai en rappelant cette donnée de base. Près de 80% des pertes humaines de la Grande Guerre sont causées par l'artillerie, c'est-à-dire de très loin. Pour autant, durant cette guerre, comme dans toutes les guerres, il y a bien existé des occasions de combats rapprochés, mais dans des circonstances bien spécifiques que je me propose d'approcher assez rapidement compte tenu du temps qui nous est imparti. Ce sont ces situations particulières, les différentes manières d'infliger la mort au combat que je veux examiner en suivant une approche situationnelle, empruntant à la microsociologie et fondée pour l'essentiel sur l'exploitation d'un certain nombre de témoignages français et allemands dévoilant un certain nombre de scènes de violences de guerre. Avec deux remarques préalables. Ce que je présente ici n'a aucune prétention à la généralité et ni non plus à être représentatif de ce qu'a été le combat sur le terrain. Simplement, j'essaye de montrer que ces situations sont très diverses, qu'elles sont très spécifiques et que c'est presque au cas par cas que la question de la haine peut être posée. Enfin, je pratiquerai à la manière d'un zoom photographique du plus loin de l'ennemi au plus près. Alors, tuer de loin, tout d'abord, entre abstraction, détachement et procuration. De fait, il n'est pas rare de trouver des témoins qui expriment leur souhait, plus ou moins impatients, de voir des pertes infligées à l'ennemi. Pour exemple, le soldat Desperrières, qui est un fils d'exploitant agricole du Midi toulousain, confie cette réflexion à ses parents. Je cite, « Nous sommes le 5 novembre 1914. C'est le premier aéroplane que je vois abattre depuis le début de la campagne. Le malheur a voulu que ce fût un Français. Ah, si on pouvait descendre les leurs !» Fin de citation. Comme toujours, s'agissant d'une correspondance, il est évidemment difficile de dire si les vœux du jeune homme relèvent d'une posture de circonstance, ajustée en fonction des attentes de l'arrière, ou si ses propos expriment un sentiment profond de haine à l'égard de l'ennemi. On constate toutefois que les témoins rapportant comment on se tue à distance et de loin sont les plus nombreux et ils parlent le plus souvent depuis l'arrière. Ils appartiennent à toutes les armes présentes dans la zone arrière du front et aux différents services qui s'y trouvent. C'est effectivement chez ces témoins-là que l'on peut lire des récits enthousiastes à la vue plus ou moins lointaine et plus encore à la pensée abstraite des ravages infligés au camp adverse. Mais dans tous ces cas, la mort infligée à l'adversaire n'est pas une mort personnellement et directement infligée. Toutefois, pour bien montrer à quel point c'est compliqué, je pourrais citer un autre cas. C'est celui d'un sergent français nommé Granger qui montre à quel point il est impossible de généraliser. Celui-ci est sur le front ouest et lui se montre au contraire tout à fait capable d'imaginer les effets du bombardement et il plaint sincèrement ses vis-à-vis, ses adversaires, auxquels il n'a aucune difficulté à s'identifier. Voici ce qu'il écrit à la date du 5 avril 1915, je cite, « Nouvelle canonnade aussi intense qu'hier. Les Boches ne doivent pas rire des 75 qui leur sifflent près des oreilles. » Fin de citation.
À l'évidence, on le voit, la guerre des uns et leur perception des effets de la guerre diffère d'un témoin à l'autre, d'un soldat à l'autre. Jamais ce sergent, dans sa correspondance, ne retranche les Allemands de l'humanité. Toujours, il conserve des réflexes ou des réactions de temps de paix, comme dans ce passage tout à fait étonnant où il qualifie d'accident une explosion qu'il suppose avoir été dévastatrice dans la tranchée allemande. Sans cesse, Granger compare sa situation à celle de ceux d'en face. Cependant, dans l'instabilité et la fluidité propre à la guerre de mouvement particulièrement, il est aussi d'autres situations beaucoup plus critiques, beaucoup plus urgentes, dans lesquelles, à l'instar de celle qu'a rapportée notamment le sergent Marc Bloch, dont il a été question tout à l'heure à propos des intellectuels, les combattants apprécient véritablement, sincèrement, d'être dégagés, c'est-à-dire soulagés, c'est-à-dire sauvés par le tir soutenu et bien ajusté de leur artillerie. Voici ce qu'il écrit le 10 septembre 1914. « Oh, la joie d'entendre siffler au-dessus de soi, au lieu des obus allemands, les obus français qui vont chez l'ennemi. » Fin de citation. Une nouvelle fois, il me semble que, davantage que le plaisir de tuer, ce témoignage exprime surtout la satisfaction d'être secouru et sauvé, maintenu en vie par sa propre artillerie. Ici, le tir des canons français intervient à point nommé comme une délivrance et un gage de survie. De nombreux autres témoignages expriment effectivement l'excitation qui souvent s'empare des hommes durant les fusillades, et quel que soit l'uniforme que les soldats portent. Souvent, on tire à vue lors de ces fusillades, c'est-à-dire on tire à vue, cette expression est très paradoxale, parce qu'en fait on tire sans bien voir ceux que l'on dit viser et vouloir tuer. Aussi, la joie qui est exprimée dans ce type de témoignage relève-t-elle plutôt du défoulement, de la relaxation, nécessaire souvent après une forte tension générée par des heures ou des jours d'âpres combats. Et les témoignages de ce type sont très nombreux. Dans de telles situations, le tireur n'a pas conscience qu'il tue des hommes car il est trop loin pour réaliser les dégâts infligés au corps de l'adversaire. De ce point de vue, on peut dire que la situation des tireurs d'élite est tout à fait différente. Ici, nous sommes plutôt entre la prouesse sportive et la mission de sécurisation. Ce sont des tirs de précision qui demandent une adresse tout à fait singulière. Voici ce qu'écrit dans sa correspondance à ses parents le soldat Pansuet à propos des tirs de précision réalisés dans la tranchée. Il écrit à sa mère et à ses parents « Je m'amuse comme un gosse qui casse des pipes à la fête. J'ai un bon créneau et quand Fritz jette sa pelletée de terre, pan, et la pelle lui saute des mains. » Belle ellipse encore. Pansuet ne dit rien à ses parents concernant l'homme dont la pelle saute au tir du tireur d'élite. Mais il faut s'intéresser, je crois, au contexte de ces exercices de tir un petit peu particuliers. Il précise, je cite encore, « Le lieutenant m'a prêté sa jumelle et un périscope. Avec un poilu de mon escouade, nous repérons les boucliers blindés des Boches. Ce matin, en un quart d'heure, nous en avons transformé 2 en passoires. Nous choisissons les créneaux qui tirent le plus, car à chaque instant, nous avons des ouvriers de toucher. » Alors ces tirs illustrent-ils la haine? Ce sont des tirs pour tuer, il n'y a pas de doute, mais il me semble que ça illustre surtout la formule « tuer pour ne pas être tué ». Car dans cette guerre de siège qu'est la guerre de tranchées, les duels des tireurs d'élite ne sont pas rares. Déployés en octobre 1914, cette fois face aux lignes anglaises,
dans le nord de la France, un autre soldat, alsacien d'origine, Dominique Richert, enrôlé dans l'armée allemande, et ses camarades se retrouvent opposés à des troupes qu'ils redoutent particulièrement, car ce sont des Noirs hindous de l'armée britannique. L'un de ces hommes, excellent tireur, l'un de ces hindous, s'est fait la spécialité d'éliminer au fusil, l'un après l'autre, au travers des meurtrières, les guetteurs allemands. Et donc, Richert et son camarade Zanger vont alors tout faire pour mettre hors d'état de nuire ce sniper. Et à cette occasion, Richert, qui par ailleurs est un pacifiste, un humaniste, Richert va assumer pleinement son rôle de combattant. Et on peut penser que le fait, bien sûr, d'être en face de soldats coloniaux a pu, ce n'est pas exclu, avoir renforcé sa détermination à éliminer une menace bien réelle au demeurant. En effet, peu après cette scène, Richert entend 2 cris terribles poussés dans la nuit, et lui et ses camarades découvrent 2 hommes, l'un mort, l'autre blessé, je cite, « Tous 2 avaient été poignardés par des hindous venus doucement en rampant ». Il est certes difficile de dire si ces attaques au toucher, au poignard, étaient exceptionnelles. Il est certain en tout cas qu'elles ont existé et elles ont fortement impressionné les témoins. Elles alimentaient d'ailleurs un climat de tension et de peur permanent dans les premières lignes. Dans Orage d'acier, Ernst Junger rapporte l'un de ces cas spectaculaires survenus en marge de la bataille de la Somme. Je le cite. « L'un de ces intrus devait être un risque-tout. Il avait bondi sans se faire voir dans la tranchée. L'un après l'autre, les défenseurs que leur masque à gaz empêchait de bien voir furent assaillis par derrière. Après en avoir abattu un bon nombre à coups de matraque ou de crosse, il retourna toujours inaperçu jusqu'aux lignes anglaises. On retrouva 8 sentinelles à la nuque fracassée. Il apparaît donc certain qu'un soldat déterminé à tuer peut aussi le faire sans arme à feu. Maintenant, il y a un autre cas qui permet de réfléchir sur la haine sur le champ de bataille. C'est les cas où les hommes sont pris d'accès de rage de tuer, à proprement parler. En fait, tous ces cas, ou la plupart d'entre eux en tout cas, sont liés à des situations de rupture d'un attachement à un camarade. Et donc, on peut parler ici non pas tant de haine que de vengeance. J'ai cité tout à l'heure l'horloger Pansuet. Pansuet, lui aussi, est un garçon relativement équilibré dans sa correspondance, mais lui aussi connaît quand même un certain nombre d'accès de rage. Et à plusieurs reprises, il crie vengeance. La première fois, dans une lettre datée du 2 juin 1915, à peine 3 semaines après son arrivée. Je cite, « Mon sergent de section a été tué, tout le monde le regrette, moi le premier. C'est triste, mais gare aux Boches, ils le paieront. » Disant cela, Pansuet inscrit sa peine dans celle de son groupe, dans celle du groupe auquel il appartient et s'identifie. Il affirme aussi sa solidarité avec le groupe auquel il appartient. Pourtant, des mots au geste, eh bien, il y a un pas qu'il ne va pas franchir. Il continue ainsi sa lettre. Et dire qu'1 heure après sa mort, j'ai donné un reste de flotte à un Boche blessé. C'est bête, un Français. On voit à cette occasion que l'accès de rage de tuer, qui était indéniable 1 heure avant cet épisode, n'a pas duré très longtemps. En fait, le seuil qui sépare l'expression du passage à l'acte n'a ici pas été franchi. Et on pourrait ainsi multiplier les exemples de ce type. Nombre de témoins jurent vengeance, crient vengeance, mais ils ne passent jamais à l'acte. Jurer que l'on va se venger à la première occasion, cela permet d'encaisser le choc de la perte du bon copain, cette béquille affective si nécessaire dans les tranchées pour supporter
toutes les souffrances, les atrocités répétées de la guerre. Mais c'est aussi se donner très vite un peu de sens à ces disparitions qui font mal, qui désespèrent aussi. Alors, rappeler que l'esprit de vengeance peut effectivement guider et animer bien des soldats permet de mieux comprendre, me semble-t-il, ce qui se passe dans le cœur d'un homme et à quel prix il peut traverser tant d'épreuves. Je crois que cet esprit de vengeance, qui est généralement très ponctuel mais très incisif, éclaire un certain nombre d'atrocités qui se déclenchent sur le champ de bataille, mais éclaire aussi la ténacité des combattants. Plus que la haine, alors, je dirais que c'est plutôt l'affection tuée, massacrée, mutilée en la personne de son plus proche camarade, qui suscite la rage de tuer. Mais rapprochons-nous encore de l'ennemi. Nous sommes dans la première bataille de la Marne. Il y a ce témoignage de Genevois qui est si souvent cité. C'est dans la première édition de son ouvrage Sous Verdun. Et Genevois se décrit ici dans le rôle du tueur de près. Je le cite. « Avant d'arriver au chasseur, j'ai dépassé encore 4 boches isolés. Et à chacun, courant à la même vitesse que lui, un pas en arrière, j'ai collé une balle de revolver dans le dos ou la tête. Ils sont tous tombés par terre avec un long cri étranglé. » Ce passage est très riche d'enseignements. Genevois a tué 3 ou 4 hommes par derrière. Compte tenu de ce que j'ai déjà dit, j'insiste sur cette situation singulière. Une telle disposition sur le terrain facilite sans aucun doute le passage à l'acte. S'y ajoute le fait que cette tuerie survient dans la course des uns et de l'autre, et de nuit. Le mouvement mobilise assurément une partie de l'attention de Genevois, mais il y a aussi ce que ne dit pas le passage que j'ai cité, dès lors qu'il est coupé de son contexte situationnel. Il est en effet pas du tout indifférent que cette scène survienne le 10 septembre 1914, c'est-à-dire durant l'une des journées cruciales, mais fort longues, fort confuses, de la première bataille de la Marne, qui allait briser in extremis l'élan allemand. L'épisode en question se déroule ce jour-là, ou plutôt cette nuit-là, et précisément alors que la section de Genevois est en train de se faire déborder par les Allemands, dont on ne distingue que des silhouettes dans l'obscurité. C'est alors un véritable sauve-qui-peut, pas très éloigné d'une panique, et pour le tireur arrivant par derrière, les soldats ennemis présentent des cibles faciles et sans véritable danger. Dans tous les cas, il apparaît que Genevois n'a pas fait le choix de faire des prisonniers. Maintenant, demandons-nous, l'avait-il vraiment, sur le moment, le choix de décider de faire ou de ne pas faire des prisonniers? Après-guerre, Genevois a indiqué ce qu'il pensait de son geste dans une note rétrospective. Il a écrit « Il s'agissait de tuer ou d'être tué ». De fait, de telles séquences sont rares, mais il est hautement improbable qu'elles puissent connaître d'autres issues. Tirer pour tuer s'est imposé à de nombreuses reprises durant la guerre. Tuer, tirer pour ne pas se faire tuer. Ma proposition, c'est donc de soutenir l'idée qu'il n'est pas nécessaire de haïr pour tuer. Ce sont les situations, leur logique, leur dynamique interne qu'il s'agit d'examiner. Je le ferai, pour terminer, à partir du moment véritablement paroxystique de l'assaut et de l'abordage des tranchées adverses, un moment hautement risqué. Durant les phases d'assaut, les séquences d'abordage proprement dites, plusieurs volontés entrent en contradiction. Toutefois, il y a un moment de bascule,
où la victoire choisit son camp. Et alors, la question qui se pose à tous, c'est, à la fois pour les vainqueurs, les capteurs et pour les vaincus, comment assurer sa propre sécurité? Est-ce pour les vainqueurs en tuant tout ce qui bouge, tout ce qui vit? Est-ce pour les vaincus en se défendant jusqu'à la dernière cartouche? Évidemment, les témoignages nous apportent ici un certain nombre, différentes situations, différents cas de figure. Tous les cas peuvent évidemment survenir. Il arrive que des unités fassent délibérément le choix de ne pas s'encombrer de prisonniers. Il faut dire que, en mouvement, faire des prisonniers, cela nécessite que des soldats soient détachés de l'unité pour accompagner ces prisonniers vers l'arrière. Ça affaiblit donc les forces de l'unité et ça la retarde dans son mouvement. Néanmoins, on constate dans de nombreux témoignages qu'il n'est pas rare que chez les assaillants, le choix de faire des prisonniers l'ait emporté. Mais encore faut-il que chez les vaincus, le choix final de se rendre s'exprime suffisamment tôt. Et ça, c'est très difficile de savoir à quel moment il faut cesser le tir si on comprend qu'on va ne pas l'emporter. C'est un moment extrêmement compliqué, car l'extrême tension de peur et d'émotion qui a été accumulée lors de ces séquences, où les hommes ont eu clairement conscience de jouer leur vie, eh bien, cela génère une disposition psychologique particulière dont il semble difficile d'échapper rapidement. C'est ce que certains auteurs ont appelé l'ivresse du combat. Toutefois, ce que montre également un certain nombre de témoignages, c'est qu'il n'y a pas de fatalité pour qu'une action de combat victorieuse s'achève inéluctablement en massacre des prisonniers capturés. Il faut tenter d'aller au-delà de la qualification aussi hâtive que culpabilisante. En effet, pour que de tels événements surviennent, il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies. C'est ce que montrent les deux exemples suivants. Je vais en citer simplement un, à partir du témoignage d'un jeune officier d'infanterie, Jean Thézenas du Moncel, qui écrit « Nous sommes au printemps 17 sur le chemin des Dames », je cite, « À peine l'Avre traversé, c'est une rivière, un affreux spectacle s'offre à nos regards. De nombreux Sénégalais du bataillon Chauvin, qui avaient réussi à franchir la rivière malgré les pertes terribles subies pour y parvenir, ont été fauchés et sont tombés par grappes, presque les uns sur les autres. Tout, dans leurs attitudes, indique qu'ils ont été frappés en plein élan, comme ils se ruaient à la baïonnette sur la mitrailleuse qui leur interdisait le passage. Tableau d'une brutalité inouïe, termine-t-il. Grâce à la précision du rapport de cet officier, nous savons aussi que ces hommes sortent à peine d'une bataille particulièrement éprouvante qui leur a occasionné des pertes importantes et qu'en outre, l'action se continue. L'action dangereuse vers l'avant n'est pas terminée. Autrement dit, la tension nerveuse est à son comble. À la découverte des cadavres de leurs camarades qui génèrent chez eux un choc émotionnel intense, s'ajoute la découverte des responsables du carnage qui sont maintenant devant eux à leur merci. Alors, pour l'officier, se pose la question de savoir comment éviter l'exécution sommaire de ces Allemands, auteurs du massacre, qui maintenant lèvent les bras, terrorisés, en signe de soumission et de reddition. La suite du rapport nous apprend que l'officier s'est interposé entre les Allemands et ces hommes. C'est lui qui empêche le massacre et permet aux 4 mitrailleurs allemands de se rendre. Ceci nous indique qu'en de telles occasions, la présence et le comportement du chef s'avèrent souvent tout à fait déterminantes. On a des exemples inverses où des chefs, des sous-officiers, des officiers, soit prennent l'initiative du massacre, soit laissent, c'est-à-dire autorisent le massacre, formellement. Mais d'autres témoignages révèlent un autre aliment encore de la violence interpersonnelle. Je veux parler ici du mépris qu'inspirent certains comportements
de vaincus, ne sachant d'ailleurs pas quelle attitude adopter envers leurs vainqueurs. Cela montre que les groupes de soldats eux-mêmes sont porteurs de normes collectives déterminant ce qui est licite et illicite, non pas tant aux yeux de la loi ou des lois de la guerre, mais aux yeux du groupe auquel ils appartiennent. Dans certains cas, je l'ai dit, ces normes concourent à faciliter les dérapages et la pratique d'atrocités. Dans d'autres, au contraire, la norme du groupe joue en faveur de la sauvegarde des prisonniers, voire de leur sauvetage et du respect de leur intégrité physique. Qu'un des membres du groupe s'écarte de cette norme collective et son geste se voit aussitôt condamné par les autres. Les prisonniers ont alors la vie sauve. Souvenons-nous aussi que, plus généralement, être prisonnier en 14-18 fut une destinée de masse. On estime à peu près le nombre de prisonniers de guerre pendant cette guerre entre 6,5 millions et 8 millions de soldats, soit environ 1 soldat sur 10 aurait été prisonnier de guerre. Commentant la brutale et foudroyante offensive allemande du printemps 1918, l'historien britannique Richard Holmes a conclu que la chose la plus remarquable, selon lui, ne fut pas que le nombre de soldats tués alors qu'ils se rendaient, la plus remarquable ne fut pas le nombre de soldats tués alors qu'ils se rendaient, mais le fait qu'il y en ait eu si peu. Plus récemment encore, un psychiatre, aussi anthropologue, nous a invités, nous historiens, à nous demander non pas, je le cite, comment l'homme est amené à commettre des choses abominables, mais comment cela se fait que finalement ce ne soit pas plus fréquent. Merci à vous.